Rendez-vous les 16 et 17 novembre 2024 prochains au Théâtre d'Yssingeaux pour le congrès Altistoria. Un congrès 100% dédié à votre histoire locale. Au travers de plusieurs thématiques, tables rondes, conférences, stands littéraires, venez découvrir les différents pans de votre histoire locale. Conflit entre paysans et forestiers au XIXe siècle, la formation fascinante des Suquis-Saint-Gelais, l'histoire de milliers de réfugiés qui ont gagné les terres altiligériennes durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, les doléances des altiligériens durant la Révolution française, mais aussi l'histoire terrifiante de la baie du Gévaudan au XVIIIe siècle. Pour découvrir ou redécouvrir les émissions Altistoria, suivez-les sur nos ondes les mercredis à 19h, les samedis à 10h, mais également en rediffusion et en podcast sur Spotify, Deezer ou encore Amazon. Laissez-vous compter la Haute-Loire. Bonjour à tous chers auditeurs, bonjour et bienvenue à Altistoria ou plus précisément à la rediffusion du congrès Altistoria, la première édition du congrès qui a eu lieu les 16 et 17 novembre 2024 au Théâtre d'Yssingeaux. Je vous laisse tout de suite avec la deuxième conférence du congrès qui a eu lieu le samedi 16 novembre à 20h au Théâtre d'Yssingeaux, une conférence signée Martin de Framont, l'ancien directeur des archives départementales de Haute-Loire. Une conférence au thème ambitieux, la preuve est-elle nécessaire pour interpréter l'histoire ? Bonne écoute. Et bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette dernière conférence de la première journée du congrès. Voilà, ça a été une journée intense. On remercie Martin pour avoir accepté notre invitation. Merci d'être là. Tu abordes un sujet pas facile ce soir, mais je pense que tu vas très bien t'en sortir. La preuve historique est-elle nécessaire pour interpréter l'histoire ? Rien que dans la question, on sent que voilà, déjà la réponse va être complexe et va prendre bien le temps d'une bonne conférence pour y répondre, enfin pour tenter d'y répondre. À la suite de la conférence, il y aura une série de questions-réponses avec Martin, si vous le souhaitez, pour lui poser vos questions. Bonne conférence et à tout à l'heure. Merci. Est-ce qu'on m'entend suffisamment ? Le titre de ce soir n'est pas de moi. Au départ, j'avais tiqué. Je me dis, mais attends, c'est un titre impossible. Et la semaine dernière, j'ai donné surfroide à notre organisateur, Loïs, parce que j'ai relu ça et je me suis dit, mon Dieu, dans quel bateau t'es-tu embarqué ? On peut le redire ? Les preuves... c'est juste derrière toi, Martin. Ah, ça aide. La preuve historique, qu'est-ce que c'est que la preuve historique ? Est-ce que l'histoire est prouvée ? Est-elle nécessaire pour interpréter l'histoire ? Mais je ne suis pas sûr de comprendre. Donc, si vous voulez bien, ce n'est pas le titre d'un exposé que je vous aurais fait, c'est le titre d'une question qu'on me pose. Je ne sais pas qui me la pose, vraiment, et je ne sais pas avec quelle intention. Parce que, pour tout vous dire, j'y vois malice. Je me suis sérieusement demandé si je n'étais pas là pour cautionner des choses incautionnables de la part d'un ex-officiel. Ou si, c'est une version, je n'étais pas dans un piège où j'allais devoir me faire écharper par la salle en édictant des interdictions. On marque pourquoi pas. Je ne l'aurais pas beaucoup fait, mais on peut commencer. Si vous voulez, je vous propose un exposé en deux parties. Les preuves en histoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ce sera la seconde partie. Mais la première partie, c'est interpréter l'histoire.
Que veut-on dire? Qu'est-ce que c'est qu'un interprète de l'histoire? Un historien, c'est un interprète de l'histoire? Non. C'est un interprète des faits historiques. Il les interprète parce qu'il les débiblote, parce qu'il les vérifie, parce qu'il les explique, parce qu'il les raccroche, qu'il en fait des chaînes de cause à effet, des choses comme ça, et qui développe autour un récit historique. Bon, mais c'est de ça qu'on parle? La salle a envie de savoir si les historiens ont le droit d'interpréter les faits? Oui. Merci. Bonsoir. Mais ça ne doit pas être ça. Il doit s'agir d'autres interprètes. Je me suis imaginé, je suis peut-être un petit peu excessif, que c'était par exemple des reconstituteurs fous qui voulaient savoir s'ils avaient le droit de reconstituer les corps romains ou je ne sais pas quoi. Si c'est ça, on est dans un autre cadre. Ce n'est pas les mêmes interprètes. C'est des interprètes, peut-être bien. Est-ce qu'ils ont le droit de faire référence à une histoire non prouvée? Ou de ne pas s'occuper des preuves historiques? Ou d'aller contre les preuves historiques? C'est ça le sens de la question? Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce que les interprètes ont le droit de prendre des libertés avec la matière, avec le livret? Soyons concrets, c'est pas très Haute-Loire, mais c'est concret. La Castafiore, illustre chanteuse, interprète Rossini ou d'autres. A-t-elle le droit à la fausse note? Non, elle n'a pas droit à la fausse note. Si la pauvre femme ne fait pas exactement la partition, elle est plus cantatrice. Le public lui envoie des pommes pourries, tout de suite. Les interprètes au sens musical du terme n'ont pas le droit à l'erreur. On pourrait même dire qu'ils n'ont aucune liberté, une très faible liberté. Ils ne touchent pas ni aux notes, ni au livret, c'est sacré, ça ne les regarde pas. Ils se contentent d'avoir des sentiments et tout ce qui va avec. On sait ce que c'est qu'une cantatrice. Ai-je répondu à la question? Non. Parce que les interprètes, ça n'est pas que les musiciens qui interprètent une œuvre. Il y a par exemple des interprètes qui traduisent un récit historique, si on veut, d'une langue dans une autre. Ont-ils le droit d'interpréter? Non. C'est une faute professionnelle absolue. Ils sont forcés tout le temps parce que les langues ne sont pas transposables entièrement. C'est la difficulté du métier, ils en parlent éventuellement, ils vous disent bah là non, là j'ai été forcé de. Ils font parfois de belles infidèles, ils ne s'en vantent pas. C'est limite dans leur profession. Les interprètes des langues n'ont pas la liberté de changer le texte, même si c'est très difficile de ne pas le faire. Bon, voilà pour les interprètes. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Ah non. Il y en a d'autres qui sont dans le spectacle, comme les cantatrices, qu'on n'appelle pas habituellement des interprètes, mais qui prennent des histoires et en font une adaptation. Et cela, tout leur est permis. Par exemple, ils vont faire interpréter un drame antique par la Castafiore en bikini et tout le monde trouvera ça très bien. La salle cassera les fauteuils, c'est espéré. La presse en fera écho, ça sera un grand succès public. On n'a fait que ça depuis 50 ans sur les planches de l'opéra, à ma connaissance. Donc, les metteurs en scène ont une sorte de devoir de faire d'horribles infidélités à la vérité historique et aux œuvres elles-mêmes. Je ne vous parle pas des actes entiers qui sautent et ainsi de suite. Dans ce monde-là, on trouve une liberté. Pour les artistes, on n'est pas dans le monde austère des historiens, on est dans le monde débridé des artistes.
dans l'art du XXe siècle, dont c'est un secret pour personne, que c'est un art de rupture et qu'un artiste de premier plan se présente comme ayant cassé toutes les règles et instauré un langage nouveau. Ou alors on n'est pas un artiste, on est un sous-artiste. Donc il n'y a pas un homme ambitieux dans ce monde qui ne se signale par son extrême infidélité, et c'est presque la condition de son succès. Là, vous voyez que c'est quand même plus intéressant pour les interprètes. On leur permet ce qu'aux musiciens, on ne permet pas. C'est donc de ça qu'il s'agit probablement. Du monde des metteurs en scène. Il y a, à vrai dire, pire que les metteurs en scène, et les vrais écrivains qui se vantent d'avoir fait des enfants à l'histoire, par adultère, mais ce sont de beaux enfants, par exemple, je ne vous cite pas les noms, ou qui vont même plus loin. Vous avez la fameuse devise du mentir vrai. Ça, c'est dans des bouches de poètes qui considèrent qu'ils ont réussi à dire que les tâcherons de l'histoire ne sont pas capables d'énoncer, mais que vont à la vérité des choses par des récits qui sont débarrassés de tout scrupule et qui permettent à leur extrême sensibilité de dire le vrai des choses. Bon, ça place, comme ça ne vous a pas échappé, les poètes à un statut extrêmement élevé, extrêmement privilégié, ce qui est un peu le but de la chose, probablement, si on est méchant et extérieur. Donc, on a partiellement répondu à la question en disant que pour interpréter l'histoire, il faut être poète ou metteur en scène. Ceux-là ont une aimable liberté. Pourquoi l'ont-ils, les poètes? Parce qu'ils n'ont peur de rien et parce qu'ils ne touchent à rien. Je veux dire, ils font leurs choses devant leur chope d'absinthe. Ça ne dérange vraiment personne. Les metteurs en scène le font parce qu'ils sont coincés. De toute façon, c'est-à-dire s'ils mettent la Castafiore en bikini, ils en rajoutent. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas être fidèles aux faits de l'histoire. Parce que quand ils montrent sur les planches 3000 hommes levés d'un coup pour aller jeter les Sarrasins à la mer, et qu'ils les mettent affublés d'une armure en carton avec un entonnoir sur la tête et une plume sur l'entonnoir, partir en criant « Nous partons, nous sommes 2000 et nous partons », seulement ils n'ont pu se payer que 3 figurants. Mais c'est évident qu'il y a des libertés poétiques. On ne peut pas représenter un événement. Ou autre exemple plus au soir. Le roi de l'oiseau, centré sur la venue au puits du roi François Ier en 1533. Le roi François Ier arrive au puits avec 3000 chevaux, sinon l'effet est loupé. Mais comme les organisateurs n'ont pas réuni 3000 chevaux, ni 300, ni 30, ni 3, parce que les pompiers ont empêché, et bien évidemment, on se passe de chevaux et on met 2 types avec une pertuisane et monsieur le roi et madame la reine se promènent bras dessus, bras dessous, ce que le protocole a toujours interdit. Ce sont des libertés obligées, dues à la mise en spectacle. Donc là, on ne se formalisera pas si les Romains demain n'ont pas les effectifs réglementaires d'une légion romaine. On est dans le cadre de l'opéra. Mais évidemment, si les organisateurs ont le statut de metteur en scène, personne ne va leur chercher noise. Maintenant, passons à la preuve historique. C'est la chose qui m'intéresse plus, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire prouvée? La preuve, c'est compliqué. Il y a les preuves juridiques, en droit pénal, en droit criminel. Il y a les preuves des scientifiques, qui changent tout le temps, qui ne sont jamais définitives, dont on dit que la durée de vie est de 5 ans, en moyenne. Parce qu'au bout de 5 ans, un autre scientifique est passé à montrer qu'il y avait une petite marge dans les chiffres et que donc la théorie ne tenait pas. Et que donc ce qui était probant n'est plus probant. Donc c'est à recommencer tout le temps. Bon. Et puis il y a la preuve historique
la preuve des faits. Est-ce que les faits sont réels? Est-ce que donc l'histoire qu'on bâtit à partir des faits est une histoire définitive? Non, elle ne l'est pas. Est-ce que c'est une histoire prouvée ou une histoire vraisemblable, admise d'un commun accord et par tout le monde? Eh bien, tout ça pose des problèmes nombreux. Bon. La preuve en histoire, c'est vieux comme tout. Les gens du Moyen-Âge avaient déjà des idées très claires sur la question qui tenaient des Romains de la fin de l'Empire romain, du IIIe ou du IVe siècle, et qui proviennent du monde judiciaire romain. Par exemple, un fait est prouvé au tribunal quand on trouve 3 témoins pour en témoigner. 3 témoins indépendants. 3 frères, ça ne marche pas. 3 copains de bistrot, ça ne marche pas. Bon. Et quand on a les 3 témoins, la preuve est jugée suffisante, sauf si la partie adverse fait appel, annonce le contraire et produit ces 3 témoins. Ça n'empêche pas la bataille, ça n'empêche pas la sagacité des juges et du public. Bon. Mais la règle est là, elle a duré des siècles et des siècles. Il faut 3 témoins indépendants pour chaque chose qu'on veut prouver en justice et ensuite qu'on veut prouver en histoire. Il y a un autre pan de la preuve qui existe aussi depuis l'Antiquité, hein, le droit de Justinien au VIe siècle, même un petit peu avant les Pandectes au IIIe siècle. C'est très très vieux tout ça, et très éprouvé par des siècles de gens sagaces. Bon. C'est le droit du faux. Qu'est-ce qui fait qu'un document est authentique ou qu'il est faux? Et là, c'est un droit qui repose sur l'examen des critères d'authenticité qui sont notamment des mises en forme des documents écrits et des signatures, des sceaux, des validations, qui ont changé au cours des siècles. Mais c'est vrai au IIIe siècle, c'est vrai au XIIe, c'est vrai au XVe siècle. On a des procès où on dit on a produit un document, il n'est pas suspect. Il est bien conservé, il a tout ce qu'il doit avoir, il est en bon état, il n'a aucune trace de falsification. Et dès cette époque, on connaît la différence entre les forgeries, qui sont des actes, il y a toujours eu des actes faux, hein, bon, qui sont des actes bricolés, qui sont des actes entièrement créés, pardon, et puis les falsifications, qui sont des actes bricolés. Hein, on a pris un acte vrai, et puis on a changé des choses. On l'a réécrit, on l'a gratté, on l'a gommé, on a modifié. Bon. C'est quelque chose qui est expérimenté depuis des siècles. C'est le grand art des historiens de la très vieille école. Et tout ça a été conforté, étoffé, rendu plus scientifique au XVIIe siècle par la grande école des premiers diplomatistes en Italie, en France. Ça a même commencé un peu avant. Dès le XVe siècle, Lorenzo Valla a démontré que toute la politique des papes de Rome depuis des siècles était fondée sur un acte qui était faux. La fausse donation de Constantin au pape de son temps des états pontificaux, que c'était une forgerie, qu'il n'y avait rien de bon. Il a démontré de telle manière que tout le monde a été convaincu et que personne n'a osé élever la voix, que l'Église s'est tue. On ne l'a pas brûlée pour hérésie. Ou pour... Alors, Dieu sait qu'il a fait plus de mal à l'Église que tous les hérétiques du monde. Mais c'était tellement convaincant, tellement péremptoire, et en un si bon latin, que c'est passé comme une lettre à la poste, il est mort dans son lit, et plus jamais l'État pontifical n'a osé brandir le document, depuis. Et depuis, les historiens en ont récolté, autant que les poètes, un agréable sentiment d'importance. Il y a eu des guerres pendant des siècles, des empereurs qui s'étaient humiliés à genoux, qui avaient demandé d'être relevés des sanctions pontificales, de l'excommunication et tout, qui étaient allés, comme on dit, à Canossa, sous la croyance que cet acte était juste. Il était faux. C'est vous dire au passage l'importance de ces questions de vérité et de falsification. Alors au XVIIe siècle, on a produit une quantité de publications pour aider le public à y voir plus clair dans les cas très nombreux
où on n'avait pas les 3 témoins indépendants réglementaires. C'est quand même un cas extraordinaire. En général, on ne les a pas. Pour la plupart des faits, on ne les a pas. Donc, ils ont montré comment un acte pouvait être considéré comme vrai ou comme faux, suivant qu'il était conforme aux règles de la diplomatique. Un diplôme carolingien, ça s'écrit comme ci, comme ça. On cite tous les exemples de diplômes carolingiens qu'on a conservés. On sait quelles sont les règles de rédaction d'un diplôme carolingien. On sait de la même manière quelles sont les règles de rédaction des bulles pontificales à tous les siècles. On a donc un référentiel très nourri, très considérable pour se plonger dedans de manière facile. Il suffit de lire un livre très connu en français, de l'extrême fin du XVIIe siècle, qui s'appelle « L'art de vérifier les dates ». Comme c'est une époque sans rigueur du point de vue de l'orthographe, en général, on écrit les dates avec 2 T, ce qui amène le sourire, en principe, sur les lèvres du lecteur. Bon, l'art de vérifier les dates, ça vous indique que si c'est un duc d'Aquitaine du Xe siècle et qu'on dit que c'est Guillaume IX, ben ça ne marche pas, parce qu'il n'était pas né. Ici, du XIIe siècle, Guillaume IX, ça ne marche pas. Parce qu'il est mort en 1120, et après, c'est fini. Et ainsi, pour chaque producteur de documents officiels pendant des siècles, quelle est leur chronologie sommaire et quels sont les caractères des actes qu'ils ont produits qui permettent de repérer si, a priori, on est bien ou si on n'est pas bien. Et ensuite, l'art dit de la diplomatique, c'est ça de manière plus étendue, et ça permet donc, avec beaucoup de sécurité, de juger de la cohérence d'un acte et du fait qu'il s'inscrit bien dans son temps et qu'il est vraisemblable. Merci Martin. Est-ce qu'on peut dire, Martin, que plus un fait historique est ancien, plus il peut être... Sujet à controverse, on parlait de toutes les batailles gallo-romaines là, qui sont pourtant très connues. Aujourd'hui, il y a quand même tout un tas d'hypothèses qui naissent. Est-ce que ça veut dire que les preuves ne sont pas assez solides? Plus un fait est ancien et plus c'est difficile de le prouver. On a 10 fois plus de textes de l'époque gauloise aujourd'hui qu'on en avait il y a 50 ans. On en trouve en fouille. Donc ça avance. Donc ça avance. Et une fois que les choses ont avancé pas mal, eh bien, parfois il y a un petit déclic qui se fait et les faits deviennent interprétables différemment. Donc, mais non, je ne fais pas de lien précis entre l'ancienneté de la période et le fait que ce soit facile ou plus facile ou pas facile. Ça dépend de beaucoup de choses. Pour les époques récentes, la documentation est tellement abondante qu'on a des problèmes d'ordre et on est noyé dedans. Ce n'est pas forcément plus facile. La guerre de 40 en Haute-Loire, c'est à peu près fait, mais pas dans le détail. Ça reste en partie enseveli. Il y a encore vraiment des choses à trouver. Un peu moins que pour l'époque gauloise. Merci beaucoup, Martin. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain, 14h30. On a une conférence sur la Révolution française en Haute-Loire. Une table ronde extraordinaire sur la bête du Gévaudan à 16h. Il y a un petit pot d'inauguration avant. Et puis, dernière conférence sur les croyances locales, loup-garou, dame blanche. Ça va être passionnant. Rendez-vous demain à partir de 14h30. Bon retour, bonne soirée. Et merci encore à la ville d'Issingeaux pour son super accueil. Merci à tous.
Rendez-vous les 16 et 17 novembre 2024 prochains au Théâtre d'Yssingeaux pour le congrès Altistoria. Un congrès 100% dédié à votre histoire locale. Au travers de plusieurs thématiques, tables rondes, conférences, stands littéraires, venez découvrir les différents pans de votre histoire locale. Conflit entre paysans et forestiers au XIXe siècle, la formation fascinante des Suquis-Singelais, l'histoire de milliers de réfugiés qui ont gagné les terres altiligériennes durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, les doléances des altiligériens durant la Révolution française, mais aussi l'histoire terrifiante de la baie du Gévaudan au XVIIIe siècle. Pour découvrir ou redécouvrir les émissions Altistoria, suivez-les sur nos ondes les mercredis à 19h, les samedis à 10h, mais également en rediffusion et en podcast sur Spotify, Deezer ou encore Amazon. Laissez-vous compter la Haute-Loire.